रोज़न जिंदगी आज़ाद Bonjour à tous, merci infiniment pour cette vraiment merveilleuse présentation. Je suis moi-même toujours très émue quand je vois cette vidéo et c'est elle qui mérite toutes ces éloges. Nous, on essaye de poser notre petite pierre, mais on est très honorés de cet espace de parole aujourd'hui pour parler donc d'habiter ensemble ce monde. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est aussi nécessaire que vertigineux. Et donc, on s'est posé la question avec Anna, quand on nous a invités, de comment parler d'habiter ce monde quand lui-même est en train de se défaire, quand il brûle, quand il est ravagé par les guerres, fracturé par les conflits, menacé par de graves crises climatiques et traversé par l'exil et les déplacements forcés. De l'Ukraine meurtrie par une guerre qui s'enlise au territoire palestinien, d'Israël, d'Iran et du Liban, dévasté par les ruines et la violence, de l'Afghanistan où s'est installé l'un des régimes les plus implacables d'oppression des femmes, au Rojava, au Soudan, en Birmanie, en Haïti ou au Sahel, autant de territoires où les conflits perdurent, souvent dans l'ombre et dans l'indifférence du monde. Partout, le monde vacille et partout, ce sont les femmes qui en paient le prix le plus lourd. Car les guerres contemporaines ne détruisent pas seulement les villes, elles désagrègent les sociétés. Elles jettent sur les routes des millions de vies, arrachées à leurs terres. Elles utilisent les corps des femmes comme champs de bataille. Elles organisent la peur, la précarité, l'effondrement des droits et des libertés. Elles détruisent l'espoir, elles capturent l'avenir. À cette violence s'ajoute celle, tout aussi implacable, du dérèglement climatique, une violence diffuse, structurelle, qui creuse les inégalités et frappe d'abord les plus vulnérables. Lors des catastrophes naturelles, femmes et enfants ont 14 fois plus de risques de mourir que les hommes. Dans les pays du Sud global, où vit l'immense majorité de l'humanité, mais aussi où se concentre une part infime des richesses, ce sont les populations qui affrontent les crises qu'elles n'ont pas provoquées, qui doivent faire face aux conséquences auxquelles elles n'ont pas les moyens de s'adapter. Et parmi elles, les femmes, premières touchées, ce sont elles qui sont les plus précarisées. Une femme sur 10 aujourd'hui dans le monde vit dans l'extrême pauvreté. La crise de l'eau, désormais, incarne de manière criante cette fracture du XXIe siècle. Plus de 2 milliards de personnes vivent sous stress hydrique chaque année. Les sécheresses s'intensifient, les sols s'épuisent, les nappes phréatiques s'effondrent. Et dans de nombreuses régions dans le monde, ce sont encore les femmes qui portent cette charge invisible et essentielle, celle de marcher des heures, parfois plus de 8 heures par jour, pour aller chercher l'eau nécessaire à la survie de la communauté. Elles y sacrifient leur santé, leur autonomie financière, leur avenir. Elles portent le monde pendant qu'il s'effondre. Mais il serait illusoire de croire que ces fractures s'arrêtent aux frontières des zones de guerre et de catastrophes climatiques. Elles traversent aussi nos sociétés dites pacifiées. Là, les combats prennent d'autres formes. Ils se jouent dans les lois, les discours, les urnes. Aux États-Unis, plus de 98 millions de femmes ne peuvent plus disposer librement de leur corps, révélant la fragilité de droits que l'on croyait définitivement acquis. En Europe,
Les forces réactionnaires progressent, niant l'urgence climatique, exaltant des modèles virilistes, ressuscitant l'ombre d'un ordre patriarcal où la domination devient la norme, dans lequel les territoires deviennent des stocks de ressources dans lesquels on peut puiser sans limite, et les femmes des objets de conquête qui disparaissent de nos espaces publics et politiques. Ces dynamiques ne sont pas isolées. Elles procèdent d'une même vision du monde, une vision masculiniste, militarisée, fondée sur la force, la prédation et la domination. Un monde où le droit cède devant la puissance, où la conquête remplace la coopération, où la vie humaine elle-même devient variable d'ajustement. Et pourtant, parce que quand tout vacille, quelque chose en nous, obstinément, refuse de renoncer, au cœur de ces ruines, au milieu de la peur, de l'exil et du fracas, quelque chose résiste. Partout, des femmes tiennent debout. Elles structurent les luttes, elles organisent des actions collectives, elles créent des liens là où les ruptures paraissent consommées. Elles soignent, elles nourrissent et maintiennent envers et contre tout les conditions mêmes de la vie. Elles préservent des espaces de dialogue là où tout pousse à la colère, à la vengeance. Ce que la violence détruit, ce sont elles qui le réparent. De Bertha von Suttner, qui osa rappeler à une Europe ivre de puissance que la paix vaut mieux que la gloire militaire, à Wangari Maathai, qui planta des arbres comme on rend justice aux vivants, de Lima Gbowie, qui fit plier les chefs de guerre du Libéria par la force d'un soulèvement pacifique des femmes unies, à Hannah Arendt, qui nous a appris que penser et savoir penser contre soi-même est déjà un acte de courage politique immense, de Simone Veil, qui fit de sa vie un rempart contre l'oubli, et arracha un droit fondamental qui sauva la vie de nombreuses femmes, à Tawakkol Karman, Razan Zaitouneh ou Zainab Salbi, qui ont toutes montré que la paix, la justice et la dignité ne sont pas des idéaux abstraits, mais une vision du monde humaine et exigeante. En 1973, au pied de l'Himalaya, des femmes se sont levées. Face à l'exploitation industrielle qui menaçait leur environnement, elles ont entouré des arbres de leurs bras, les protégeant avec leur propre corps. Ce geste, aussi simple que puissant, portait en lui une vision du monde, celle où la vie ne se négocie pas sur l'autel d'intérêts cyniques. Le mouvement Chipko, auquel avait participé Vandana Shiva, incarne une double résistance contre la destruction écologique et contre le patriarcat. Car ces femmes ne s'opposaient pas seulement à des intérêts économiques, mais aussi à un ordre social qui leur confisquait leurs droits fondamentaux. Et puis il y a ces femmes, nos amies, nos sœurs, nos partenaires, venus de Jérusalem, de Bethléem, de Tel Aviv, d'Hébron, les femmes de Women Wage Peace et de Women of the Sun, mères israéliennes et palestiniennes qui refusent de se résigner au cycle infernal de la guerre, de la haine et de la dévastation. Hier encore, dans les rues de Rome, nous marchions à leurs côtés, avec des femmes venues du monde entier pour porter ensemble cet appel commun, aussi simple que radical, un appel vital, celui de la paix et de la justice. De toutes parts, les femmes apparaissent comme des partenaires incontournables pour bâtir un monde habitable et durable. Pourtant, elles continuent systématiquement d'être reléguées au rôle de victimes silencieuses, souvent enfermées dans des figures compassionnelles qui les dépossèdent de leur puissance d'agir. Elles doivent être reconnues pour ce qu'elles sont, des actrices politiques à part entière, au cœur des négociations de paix, de l'exigence de justice, des processus de reconstruction et des décisions économiques et stratégiques qui dessinent notre avenir commun. Il ne s'agit plus d'une revendication, mais d'une nécessité vitale, pour nous comme toutes les générations à venir. Nous devons exiger ensemble leur participation pleine et entière à toutes les tables où se décide la marche du monde, car il ne peut y avoir de paix durable sans justice, et il ne peut y avoir de justice sans les femmes. Comme le rappelle Esther Duflo, deuxième femme de l'histoire à obtenir le prix Nobel d'économie, penser le monde exige une science à la fois rigoureuse et profondément humaine, une science engagée, capable de saisir la complexité des vies et de transformer les politiques à partir du réel.
Cette exigence est aujourd'hui notre responsabilité collective. Habiter le monde, ce n'est plus seulement y vivre, c'est le défendre quotidiennement en refusant qu'il soit livré à la violence et à la prédation. C'est reconstruire patiemment, avec courage et détermination, les conditions de notre avenir commun. Merci beaucoup.